Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Concert, pourquoi payer si cher? Les prix sont exorbitants. Il y a aussi la tarification dynamique dont on va parler, le monopole aussi d'organisateurs comme Live Nation ou encore AEG. Et résultat, acheter un billet relève parfois du parcours du combattant. Avec nous pour en parler, Mathieu Drouot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes PDG chez Gérard Drouot Productions. Vous avez produit notamment les concerts de Lenny Kravitz, AC/DC, Bruce Springsteen ou encore Fally Ipupa. Vous les produisez. À vos côtés, Bertrand Burgala, musicien, compositeur, producteur. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes président du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Et en visio de Montréal au Québec, au Canada, Marie-Maude Denis, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, présentatrice de l'émission d'investigation Enquête à Radio-Canada. Vous avez réalisé avec Paul-Émile D'Entremont un numéro intitulé Live Nation, Ticketmaster et Venco, une alliance qui dérange. On est pile poil dans le sujet qui nous concerne. Restez avec nous. Avant de vous donner la parole à tous les trois, voyons ce qu'il en est exactement avec Hugo Barbieux. Bonsoir Hugo. Aller voir un concert, vraiment, c'est devenu un luxe? Eh bien Mohamed, lors des derniers grands concerts, le prix de certaines places a atteint des sommets en France. Regardez plutôt cette tête d'affiche. Lady Gaga, plus de 500 € pour les places les plus chères. Beyoncé, près de 300 € en carré-or au Stade de France. Ou encore Taylor Swift, jusqu'à 250 €, là aussi en carré-or. Et cela ne tient pas compte des éventuelles formules VIP qui peuvent grimper jusqu'à près de 2000 €. Et ce n'est rien comparé aux tarifs pratiqués aux États-Unis, là où le prix du billet n'est pas encadré et peut atteindre des milliers de dollars. Effet de bord de cette dérégulation, il est parfois plus rentable pour les fans américains de payer un billet d'avion et un séjour à l'hôtel à Paris plutôt que d'acheter un simple ticket dans son propre pays. Ouais, étonnant Hugo. Et l'inflation n'explique pas tout. Et non, même si une tournée coûte plus cher pour les artistes, prix des équipements, prix du carburant pour aller de ville en ville, eh bien l'augmentation du prix des places de concert dépasse largement celle de l'inflation. Regardez ce graphique. En 10 ans, entre 2014 et 2024, le prix moyen d'une place de concert en France a augmenté de 41%. Plus troublant cette fois, les recettes de billetterie ont-elles explosé? On dépasse le 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Et on comprend donc que ce ne sont pas tant les artistes, mais les opérateurs de billetterie qui augmentent leurs bénéfices. Effectivement, il est important de comprendre, Mohamed, que le monde des concerts est un énorme gâteau que se partagent principalement deux géants. Tout d'abord, Live Nation, avec sa filiale Ticketmaster. Si vous avez déjà acheté des places de concert, vous êtes forcément déjà passé par cette plateforme d'achat. Ticketmaster explique sur son site qu'il ne prélève que les frais de service qui servent à faire tourner le site. Le reste du billet finance la location de la salle, l'organisation de la tournée et bien sûr le cachet de l'artiste. Mais sur ces points aussi, là encore, Live Nation empoche la majeure partie des bénéfices dans une grande partie des cas. Avec d'autres filiales, Live Nation produit des milliers d'artistes, gère des salles. Justement, le mois dernier, Live Nation a racheté la salle de la Défense Arena à Paris. Et avec ce jeu des filiales, Live Nation et son concurrent, d'ailleurs l'autre géant AEG, peuvent fixer leur prix sur chaque maillon de la chaîne de production et ainsi maximiser les bénéfices. Dernier levier pour générer d'immenses revenus, la tarification dynamique. Alors, c'est important que vous nous expliquiez ce que c'est, Hugo, on va en parler avec nos invités. Eh bien ça, c'est tout simplement le bon vieux jeu de l'offre et de la demande. Quand les spectateurs se ruent sur les places, eh bien mathématiquement, le prix des places augmente jusqu'à atteindre parfois des milliers d'euros comme on l'a vu aux États-Unis. Mais ce n'est pas encore assez visiblement pour le PDG de Live Nation, le milliardaire Michael Rapino, qui a déclaré en septembre dernier, je cite, « Au basketball, c'est presque un honneur de payer 70 000 $ sa place au premier rang alors qu'on me tombe dessus quand un ticket pour Beyoncé atteint 800 $. Préparez-vous, Mohamed, à payer vos places de concert encore plus cher. 70 000, il va falloir économiser. Quoique déjà, les 800 $, ça fait beaucoup. Merci beaucoup, Hugo, pour ce point complet. Mathieu Drouot, pour venir voir vos artistes, il faut casser sa tirelire, vous aussi? Non, je crois pas, parce que l'offre est quand même très diverse. C'est vrai que quand on regarde les prix de place des concerts, on retient ceux des stars. Je ne vais pas me prononcer pour les concerts de Live Nation qu'ils organisent, mais c'est vrai que les coûts de production, d'organisation d'un spectacle sont bien plus importants, évidemment, quand on fait un grand concert au Stade de France que quand on va faire une nouvelle formation de jazz au New Morning à Paris. Donc les prix augmentent. Maintenant, vous avez une offre très variée de festivals et de concerts qui permet, si un concert est complet ou si le prix de place est trop cher, et souvent on s'aperçoit quand même que quand le prix de place
est très très cher, le concert est aussi complet. Il y a d'autres concerts à aller voir et vous parlez de Fally Ipupa tout à l'heure, on fait le Stade de France au mois de mai et c'est pas des milliers d'euros le ticket, il y a des places à moins de 80 euros, je veux dire, qui sont en vente. Ouais. Donc tout ça c'est multifactoriel, vous avez une inflation déjà de l'économie réelle, hein, on a une inflation en France de près de 50% sur les 25 dernières années, depuis le début du siècle. Et ça, quand on fait le budget d'un concert, on le répertorie parce qu'on paye des billets de train, on paye des chambres d'hôtel, on paye des salaires à des techniciens, aux artistes évidemment. Et forcément, notre économie suit celle de l'inflation. Après, c'est vrai que des fois, on peut faire le choix de faire un budget, je dirais, comme un bon père de famille, et de gérer ses frais et sa marge et sa recette. Et puis des fois, il y a de plus en plus des producteurs, j'ai des confrères qui font la tarification dynamique de billets, c'est-à-dire que même quand on a fait le concert et qu'a priori les frais sont payés, l'artiste est payé, et on va le voir la demande du public pour ces concerts est telle que alors c'est pas encore le cas en France vraiment, mais c'est surtout en Amérique du Nord pour l'instant, et je pense que notre ami au Canada va nous en parler. Ouais. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez des prix de place qui peuvent dépasser plusieurs milliers de dollars. Ça monte très très vite. Alors on va voir vous si vous pratiquez justement ça tout à l'heure ou pas, Mathieu Drault, parce qu'on va y revenir. Bertrand Burgala, vous qui avez remixé Dépêche Mode, est-ce que vous seriez prêt à dépenser un carré or à 250 € pour aller les voir? Oh là là, déjà moi j'ai du mal à me rendre à mes propres concerts, donc je ne suis pas le bon client pour ça. Mais en fait ça recouvre beaucoup de disparités, parce qu'effectivement, la musique enregistrée, elle a perdu énormément de valeur depuis l'arrivée du numérique. Elle a perdu 70% de sa valeur en quelques mois, au début vers 2003-2004. Aujourd'hui, on se bat pour le streaming par abonnement, mais il y a la vente des disques n'est plus ce qu'elle était aussi. Voilà, il y a une dévalorisation de la musique d'un côté. Et à côté, il y a une industrie des spectacles qui est florissante, mais dans cette industrie des spectacles, et qui est en France très subventionnée. Les grands festivals comme Rock en Seine sont subventionnés par la région, sans qu'on voit toujours quel est l'intérêt général dedans. Mais là-dedans, il y a beaucoup de disparités, parce que effectivement, les grandes jauges, les grandes salles, c'est une économie impressionnante et formidable, parce qu'ils ont fait des progrès, y compris techniques, il y a un confort, enfin c'est des spectacles assez fous. Mais quand on est un peu plus fragile, un peu plus en marge, quand on fait des musiques, disons, moins très grand public, là c'est très compliqué. Moi, quand j'ai commencé à jouer, la première fois que j'ai joué, c'était au Casino de Luchon en 77. Et je crois que mon cachet était le même que celui que j'ai aujourd'hui en concert, c'est-à-dire 100 €. Ouais. Et c'est le cas de la plupart des concerts. Donc c'est vraiment totalement double. Et après, le yield management, la tarification dynamique, on a vu ce que ça fait en France avant la musique. On l'a vu grâce à M. Guillaume Pépi, qui a complètement saccagé le rail en France, alors qu'il était monopoliste, la SNCF était monopoliste. Moi, je suis vieux, donc j'ai vu, avant, il y avait un tarif unique au kilomètre, puis il y avait des réductions pour les conscrits, les personnes âgées. Ouais. Maintenant, c'est totalement... Vous dites qu'il y a une libéralisation à outrance du secteur de la musique. Oui, mais c'est une libéralisation sans concurrence. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pas une libéralisation, parce qu'il n'y a qu'une offre. Si on veut voir tel artiste, Taylor Swift, il n'y a pas d'autre offre. Voir une copie de Taylor Swift. Ouais. Mais encore une fois, il y a des choses, quand même, il faut dire, parce que vous parliez de ça, je sais pas, je suis diabétique, le prix de l'insuline, c'est beaucoup plus important, parce que quand c'est vendu avec une marge de 3000% par Sanofi, Eli ou Novo, c'est la moitié de la population dans le monde qui en a besoin, et pour laquelle c'est une hormone vitale qui en meurt, notamment en Afrique subsaharienne. Ouais. Et tout le monde s'en fiche. Et que tout le monde se dise « Ah, c'est embêtant, si on n'a pas envie d'aller voir Taylor Swift, on peut vivre sans Taylor Swift. » Mais sans insuline, c'est plus compliqué. Vous remettez l'église au milieu du village. Je trouve qu'il y a une indifférence face à la... Et je dis ça parce que c'est un vrai thème pour TV5. Non, mais c'est bien de le dire, et c'est un vrai thème pour TV5 Monde, et c'est noté. Marie-Maud Denis, alors on va voir dans un instant un extrait de votre enquête, mais d'abord, juste dites-nous, qu'en est-il au Québec et au Canada? Même chose, les tarifs des concerts explosent? Oui, et puis j'écoutais les prix que vous évoquiez pour certains grands concerts de grandes vedettes internationales, et franchement, on est un peu jaloux parce que cette enquête a commencé avec Mélodie, une jeune mélomane de 24 ans. On la suivait le matin où elle a tenté de se procurer des billets pour Paul McCartney. Son budget était autour de 300 €.
Et ça s'est terminé à 557 €. Et ça, c'était pas pour la première rangée en avant. Donc, les gens ici sont extrêmement frustrés des prix qui sont à l'affiche pour les grandes vedettes internationales. Alors, Live Nation, Ticketmaster et Evenco, une alliance qui dérange. Voilà donc le titre de votre enquête. Que représente au juste cette union? Je vous propose de regarder cet extrait et on se retrouve juste après. Live Nation montre à ses investisseurs qu'elle contrôle la roue et tous les engrenages du spectacle musical. La billetterie avec Ticketmaster, mais aussi la promotion et la commandite, les salles de spectacle et les festivals. Aux États-Unis, ils détiennent 60 % de la promotion de spectacles et au moins 80 % de la billetterie. C'est l'un des plus gros propriétaires de salles en Amérique du Nord et aux États-Unis. Ils ont 60 des 100 plus gros amphithéâtres aux États-Unis. C'est une entreprise gigantesque à toutes les étapes du spectacle de musique. Marie-Maude Denis, il y a un procès en perspective aux États-Unis au mois de mars sur l'abus de cette position dominante, en tout cas qui vise Live Nation. Que faut-il en attendre? Où en est ce dossier outre-Atlantique? Bien, c'est ça, on a interviewé Jonathan Cantor, qui était l'ancien procureur général adjoint des États-Unis, qui a vraiment lancé cette poursuite. Et eux, ce qu'ils allèguent, en fait, c'est que Ticketmaster, une des sociétés de Live Nation, abuse de sa position de monopole. Mais la réplique va être très, très forte parce que Live Nation conteste ça. Ils disent qu'ils ne sont pas du tout dans une position de monopole, que la marge de profit dans certains secteurs ne se compare pas à d'autres monopoles. Bref, c'est un débat qui va occuper les tribunaux américains, mais je pense qu'il va être suivi un peu partout dans le monde, parce qu'il y a des autorités réglementaires un peu partout dans le monde qui commencent à s'interroger sur la grosseur de cette entreprise-là. Alors, en dollars américains, c'est une entreprise qui vaut environ 53 milliards de dollars en bourse, et justement qui contrôle tous les aspects du spectacle musical. Donc, ce qu'allègue Cantor, le procureur qu'on a interviewé, c'est que si quelqu'un veut démarrer un festival ou s'ouvrir une grande salle de spectacle, bien, ça va être très, très difficile d'avoir les artistes de Live Nation si on ne prend pas la billetterie Ticketmaster. Vous voyez, c'est un système qui fonctionne tout ensemble. C'est ce qu'ils allèguent. Et notre quête à nous, comme journalistes, était de voir si on pouvait transposer ça ici, au Québec, à Montréal. Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est que cette entreprise-là, depuis qu'elle a acheté 49 % de notre grand diffuseur culturel local, qui est Evenco, eh bien, c'est l'entreprise qui est maintenant impliquée dans nos grands festivals de musique dans la région de Montréal, qui opère plusieurs des très grandes salles de spectacle. Et les conséquences sont intéressantes parce que si on regarde les 10 des salles qui vendent le plus de billets de spectacle dans la grande région de Montréal, eh bien 8 sont avec le système Ticketmaster. Alors, ouais. Et dans une culture comme la nôtre, où la langue française est considérée comme fragile, il y a des subventions gouvernementales. Alors, ça soulève plusieurs questions. Si au fond, on n'est pas en train d'un peu subventionner une multinationale qui fait concurrence à notre culture locale. En tout cas, voilà qui est très, très clair. On a bien compris vraiment le cœur de votre enquête. Mathieu Drouot, en fait, vous faites le même job que Live Nation, mais pas à la même échelle. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'enquête dont nous parle notre consoeur Marie-Maude Denis? Ça m'inspire beaucoup de choses. Je remercie d'ailleurs le reportage qui a été fait parce que... Vous l'aviez vu, vous? Je ne savais pas qu'on en parlait aujourd'hui, mais je l'ai vu la semaine dernière. La situation du marché nord-américain et européen sont complètement différents. Live Nation est présent sur le marché américain depuis plus de 20 ans. La fusion avec Ticketmaster a été opérée il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, en France, on n'est pas encore dans le même cas de figure avec ces prix de place exponentiels. Pour une simple raison, c'est qu'on a une diversité d'acteurs. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est même pas tant les prix de place, c'est quel est l'avenir de notre secteur. Je suis producteur, je suis aussi vice-président du syndicat national des entrepreneurs de spectacle, la scène indépendante, et on essaie de mettre en lumière justement le besoin de garder cette diversité d'acteurs, parce que ce qui compte aujourd'hui,
c'est que c'est vrai que quand le public veut voir Taylor Swift, il n'a pas le choix entre d'autres événements. Quand elle va faire une seule date en France, il ne va pas avoir le choix. Par contre, l'artiste doit pouvoir avoir le choix de travailler soit avec Live Nation, soit avec AEG. En l'occurrence, elle travaille avec AEG, sauf que Live Nation a une position dominante aux États-Unis, donc elle ne peut pas faire autrement que de travailler avec Ticketmaster aux États-Unis. Ce n'est pas le cas encore en Europe, mais le danger, c'est que demain, cette politique de concentration verticale se développe et on essaye d'alerter en France sur ces risques-là parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de prix de place à 70 000 $ ou comme je voyais tout à l'heure. Mais si on fait rien en France et si on laisse des groupements comme ça se développer récemment, qui ont acheté Paris La Défense Arena à Paris, vous vous retrouvez avec un acteur aujourd'hui qui, d'un côté, manage l'artiste, vend le billet au spectateur, va exploiter la salle et va pouvoir décider du prix du t-shirt, de Alors la les bière, artistes, etc. c'est intéressant ce que vous dites, c'est aux artistes, entre guillemets, de se rebeller. Alors Desta, je me tourne vers vous. Déjà à nous avant, mais c'est vrai que les artistes doivent s'intéresser à ce Certains sujet. le font. Alors Bertrand Burgala, justement, Dua Lipa, Coldplay, Radiohead ont interpellé le gouvernement britannique. Keir Starmer, c'était en fin d'année dernière. Depuis trop longtemps, certaines plateformes permettent à des revendeurs d'acheter des billets en masse puis de les revendre à des prix exorbitants. Et puis, tout récemment, il y a quelques jours, Indochine, ça ne vous a pas échappé, c'était pour le grand retour aux victoires de la musique. Une victoire d'honneur leur a été décernée pour d'ailleurs l'Arena Tour record. Et Nicolas Sirkis, il parle carrément de ségrégation par l'argent. Vous êtes d'accord? Il a raison. Il sait très bien parce qu'il y a des artistes effectivement qui eux font un effort, justement font l'effort de ne pas céder à cette facilité, à cette escalade. Et c'est important effectivement de comprendre. Moi, je ne peux pas en vouloir à Live Nation d'une certaine façon. Il n'y a pas que, il y a aussi les artistes dans ce jeu-là qui font vraiment pression sur les tarifs. Mais ça pose plein d'autres questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces concerts qui coûtent très cher, certains sont en playback quasi intégral. Donc ça pose aussi un problème d'information du consommateur. Vous voulez dire qu'il y en a qui paient des centaines de dollars ou des centaines d'euros pour voir un concert en playback? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué un truc, c'est comme intellectuel. Bravo. Des choses, plus on dit live, plus c'est en playback en général, même à la télévision. C'est tellement millimétré, tellement... C'est très bien fait aujourd'hui, mais je pense qu'il va falloir informer les consommateurs parce que il faut qu'en plus les musiciens, et ça c'est le producteur qui parle... Ça vous le faites pas, Bertrand Burgala, non? Non, il le fait pas, lui, il a des artistes formidables. Mais je ne fais pas de playback ou de playback. Mais la question du playback, elle est importante. Parce que quand même payer pour voir quelqu'un danser sur un disque dur, je dis chapeau l'artiste, en même temps ceux qui arrivent à faire ça, mais ça va poser un vrai problème. Il y a un autre problème, c'est la dissymétrie des conditions d'accès. C'est-à-dire que la musique française, pour exporter, quand on doit aller jouer aux États-Unis, on doit payer des visas, des permis de travail. On a beaucoup, beaucoup de contraintes parce qu'ils sont protectionnistes. Ils sont libre-échangistes ici. Et la réponse, c'est pas de dire on va faire une mission, on va subventionner, mais il faut qu'on arrive à avoir la même symétrie et que nos artistes puissent venir ici. Parce qu'ici, c'est un Eldorado. Mais encore une fois, tant mieux, d'une certaine façon. Moi, je peux pas, voilà, je veux pas, je pense qu'il y a une facilité de dire Live Nation, mais l'exemple des 70 000 $ est caricatural, mais si je veux prendre des arguments en faveur des artistes, c'est vrai aussi que pour aller voir aujourd'hui un match de football, une compétition aux Jeux Olympiques ou dans une grande compétition internationale, c'est encore beaucoup plus cher que d'aller voir un concert, y compris des prix qu'on a cités. Vous avez beaucoup de clubs de football en faillite, hein. Ça vous a pas échappé. Non, mais rappelez-vous, les JO à Paris l'été, c'était pour... Le business du sport et de la musique ne sont pas forcément les mêmes. Pour prendre un exemple, il n'y a pas très longtemps, vous avez eu le All-Star Weekend NBA à Los Angeles. Le problème de la billetterie aussi, il est lié au problème des achats automatiques. C'est-à-dire que vous avez des gens qui aujourd'hui sont des escrocs qui achètent des billets avec des robots à la mise en vente, non pas pour aller voir le spectacle, mais pour les revendre. Ça spécule, et dans le basket, là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des robots qui ont acheté des places pour les revendre, sauf que comme c'était le All-Star Weekend, ça durait 3 jours, il y avait le vendredi et le samedi qui était le All-Star Saturday Night, c'est le concours de dunk, de 3 points, etc., de la NBA, et le vendredi, c'est le Rookie Game, c'est le match des jeunes joueurs futurs All-Star. Il se trouve que la salle était aux 3 quarts vide, puisque les robots n'ont pas réussi à vendre leurs billets, et ce qui est un peu dommage.
Bon, dans la musique, on est dans autre chose, mais c'est clair que le sport n'est pas un exemple. N'est pas un exemple. Merci beaucoup Mathieu Drouot, Bertrand Burgala, et merci à vous, Marie-Maud Denis. Le temps filme, évidemment, on peut aller voir votre enquête sur le site de notre partenaire Radio-Canada, Live Nation, Ticketmaster, Evenco, une alliance qui dérange. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir donné des clés de compréhension sur ce sujet.